Bonjour à tous. Le Mediator a été prescrit à près de 5 millions de personnes entre 1976 et 2009, date de son interdiction, et serait à l'origine de la mort de plusieurs centaines de personnes. Le Sénat s'intéresse de près à ce sujet et une mission d'information présidée par le sénateur communiste François Autain a été créée. Les auditions ont débuté le 1er février dernier et la semaine dernière, cette mission d'information auditionnait Louis Merle, professeur de pharmacologie et président de la commission de pharmacovigilance de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. On écoute tout de suite cette audition. Aujourd'hui, Madame Krefft-Jaïs, qui est donc, je le rappelle, chef du département pharmacovigilance de l'AFSAPS. Et je vais donc lui demander, conformément à l'habitude, puisque je crois qu'elle est, oui je suis même sûr qu'elle est médecin, hein, et un médecin hyper diplômé. Donc si... je voulais vous informer d'abord que, vous le savez sans doute, hein, que cette audition est filmée, hein, et retransmise sur le site informatique du Sénat et pourra être éventuellement diffusée par Public Sénat. D'autre part, en vertu, donc, je reviens à mon propos liminaire, en vertu de l'article 41-12, non c'est 12, hein, c'est ça, tiré 12 du Code de la santé publique, vous devez m'indiquer si vous avez des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Vous avez la parole. Merci, monsieur. Je voudrais clarifier, j'étais chef des départements de pharmacovigilance jusqu'au 31 mars de cette année. Je ne le suis plus. Vous ne l'êtes plus? Non, je fais partie des gens qui ont été démis de leurs responsabilités, comme Madame Herman, je l'avais bien fait noter le 8 mars dernier, lors de la journée de la femme. Et... Ah oui, au Sénat. Exactement. Bon, mais je suis encore à l'Agence française de sécurité sanitaire en attendant notre poste. Et vous aurez un autre poste, vous ne savez pas, vous ne savez pas rien. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si ce sera au sein de l'AFSAPS ou ailleurs? Certainement pas au sein de l'AFSAPS. Ah d'accord. Je quitte l'AFSAPS, oui. Et vous pensez que comment dirais-je, on a mis fin à vos fonctions, c'est lié à l'affaire Mediator? C'est fort probable. C'est probable. Oui. Bien. Bien. Pour répondre à votre question concernant les conflits d'intérêts, je voudrais signaler qu'avant la prise des fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire, j'avais accepté de faire partie d'un comité de sécurité concernant un produit en développement, des Servier. Que cette fonction n'était pas rémunérée. C'était en quelle année? C'était en 98 et 99 et j'ai donné ma démission avant de prendre les fonctions à l'AFSAPS. Que cette fonction n'était pas rémunérée et que toutes les réunions concernant ces comités de sécurité ont eu lieu à ma demande en terrain universitaire. Donc, pas de rémunération personnelle et pas d'avantages en nature non plus. Donc, pour être clair, vous avez quitté ces fonctions le jour où vous êtes rentré à l'AFSAPS? Avant. Avant? Combien de temps avant? Probablement un mois avant. Un mois avant, enfin, ce qui revient au même, quoi. C'est-à-dire, à peu près, oui. Et vous êtes rentré à l'AFSAPS donc en 99, alors, non? En 99, j'ai pris mes fonctions au mi-juillet 99. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, souhaitez-vous faire une déclaration liminaire, comme est-ce que vous souhaitez, ou souhaitez-vous répondre directement aux questions? Je vais juste dire que, allez-y. En tant que médecin et en tant qu'ancien responsable de pharmacovigilance, j'ai une pensée particulière pour les victimes de l'affaire Mediator. D'accord. Autrement, je répondrai à vos questions. Merci. Madame la rapporteure.
Oui, effectivement, lors de la journée de la femme en séance, je ne sais plus à quelle occasion, dans le débat, j'avais noté que c'était bien évidemment deux femmes Absolument, oui, oui, qui oui. avaient été, Exact, oui. qui avaient été sanctionnées. Pas de... Exact. Je m'en souviens. Voilà. Vous êtes spécialiste d'hypertension artérielle. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois du Mediator en tant que spécialiste ou dans l'exercice de vos fonctions? Et est-ce que les cas de HTAP liés à l'isoméride, qui ont été recensés en 1993 après le lancement d'une enquête en 1985, avait-il attiré votre attention sur le Mediator, puisque la structure chimique en est proche? Alors, j'ai suivi l'affaire des anorexigènes parce que je faisais déjà partie du système des pharmacovigilance en tant que représentant du Centre régional des pharmacovigilance de l'hôpital Broussais, qui avait été créé en 1982 et dont j'ai fait partie jusqu'à ma prise des fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire. Ce qui veut dire qu'en tant que responsable ou en tant que suppléant du responsable de ce centre régional de pharmacovigilance, j'ai participé au comité technique. J'ai aussi été membre de la Commission nationale de pharmacovigilance en tant que membre suppléant à 2 reprises. Et de ce fait, oui, nous avons suivi les problèmes liés à fenfluramine et dexfenfluramine. Il est exact également que nous sommes, en tant que comité technique et commission nationale, mis au courant de la mise en enquête officieuse d'abord et ensuite enquête officielle sur le Mediator. Et là, je dois dire qu'effectivement, pour les Mediators, on a toujours cette ambiguïté. Parce que vous dites bien, il y a une parenté chimique, et ça, on ne peut pas les discuter aujourd'hui. À l'époque, on l'évoque, mais on va s'attarder davantage à la classification qui est donnée en tant qu'ATC, c'est-à-dire son appartenance à une classe thérapeutique du fait des indications qu'il a à l'époque, aussi bien sur le plan de adjuvant pour les traitements de hypertriglycéridémie, adjuvant dans les régimes pour les diabétiques en surpoids. Non pas en fonction de cette classification ACT, mais en fonction de la classification à l'OMS, que ce médicament a été, enfin son principe actif, le Benfluorex, sa molécule a été retirée des préparations magistrales. Parce que si vraiment c'est cette classification qui devait être retenue, jamais le Benfluorex n'aurait été retiré de la préparation magistrale. C'est pourquoi, parce que reconnaître cette classification, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la classification de l'OMS, c'est-à-dire le fait que le Benfluorex soit un anorexigène. Petite C'est précision. un segment clé quand même qui est orex, donc ça aurait dû quand même alerter les pharmacologues et même les médecins qui ne le sont pas. Oui. Il y a quand même là un problème. On ne peut pas se contenter de dire le laboratoire avait décidé de classer ce médicament dans le classement ACT en oubliant que par ailleurs il était quand même classé par l'OMS parmi les anorexigènes. Donc est-ce que vous niez que le Benfluorex soit un anorexigène? Je ne nie pas que le Benfluorex soit un anorexigène, surtout avec les connaissances d'aujourd'hui, mais je rappelle quand même que la dénomination commune internationale, donc Benfluorex, et que la dénomination ou la classification ATC sont toutes deux données par l'OMS. Et que, oui, ils sont toutes les deux données par l'OMS et que la classification ATC, effectivement, peut ne pas suivre, et ça a été le cas pour Benfluorex, l'appartenance pharmacologique de la molécule.
Donc, il a suivi en revanche les indications qui avaient été octroyées au moment de l'AMM, qui était celle du traitement des hypertriglycéridémies en tant qu'adjuvant ou d'adjuvant dans les régimes. Je ne suis pas d'accord. La commission d'AMM, en 1987, a récusé cette indication. 1987. Et cette indication n'a véritablement été régularisée qu'en 2001. Donc, en 99, quand vous avez commencé à examiner ou à entendre parler du Mediator, l'indication d'adjuvant au traitement antidiabétique n'était pas encore validée. Elle était en suspens. Elle était en suspens, donc on ne peut pas considérer à cette époque que le Mediator, enfin le Benfluorex, soit reconnu comme un antidiabétique et enfin comme un adjuvant au régime des antibiotiques et encore moins comme un antidiabétique parce que c'est ce qu'aurait voulu le laboratoire Servier. Donc c'est pourquoi je comprends pas, je comprends pas que vous considériez, peut-être pas aujourd'hui, mais que vous continuiez à considérer qu'à cette époque-là, on pouvait faire abstraction ou en tout cas négliger le caractère d'anorexigène de ce médicament. Je ne comprends pas. Je reviens sur le fait que pendant toute cette période-là, on est toujours dans l'ambiguïté de la pharmacologie. Enfin, la pharmacologie, effectivement, et surtout avec les connaissances qui partent d'aujourd'hui, avec l'historique qui a été fait, et clairement indique que le produit est anorexigène. On sait effectivement aussi qu'éventuellement, les produits pourraient être utilisés de façon détournée lorsque les autres anorexigènes sortent du marché. Mais à côté de ça, on a effectivement les indications entre guillemets en tant qu'adjuvant d'hypertriglycéridémie dans les traitements des hypertriglycéridémies ou adjuvant dans les traitements du diabète, du diabétique en surpoids. Et je pense que cette ambiguïté de la classification DCI et la classification ATC ça c'est certain. Et je pense que cette ambiguïté qui va être évoquée à un certain nombre de reprises, on n'est certainement pas allé jusqu'au bout de la question pour se dire clairement c'est un anorexigène, même si ces indications ne sont pas celles qui avaient été octroyées à la fenfluramine et à la dexfenfluramine à l'époque, en sachant aujourd'hui que ce sont des fenfluramines et qu'elles ont un métabolite commun qui est celui qui va être responsable d'une part de l'activité en termes des coups de faim, si vous voulez, et aussi responsable de ce qui peut arriver au niveau vasculaire, que ce soit au niveau valvulaire ou que ce soit au niveau des Mais vous avez conscience que cette ambiguïté était volontairement entretenue par le laboratoire. Et le problème pour moi, c'est que l'AFSAPS n'a pas su justement, n'a pas su sortir de cette ambiguïté. Elle a adhéré, elle a adopté le discours du laboratoire et les thèses du laboratoire, et qui étaient en contradiction d'ailleurs avec des expériences qui avaient été faites dans les années 70, où il était écrit, et là il y a une note très précise qui est dans le rapport de l'IGAS, où on disait que le Benfluorex est un anorexigène très puissant. C'est exactement ce qu'on peut lire dans le rapport, dès les années 70. Donc il y a là, me semble-t-il, de la part de l'AFSAPS, un manque de, comment dirais-je, un manque de perspicacité en tout cas, et une absence de remonter dans le passé, ou en tout cas de faire des études bibliographiques qui permettraient de mieux connaître les médicaments qu'elle a à évaluer. Et je crois qu'il y a là une sorte de facilité qui a souvent été utilisée, non seulement pour le Mediator, mais pour d'autres médicaments, de s'en remettre uniquement au laboratoire. Et
c'est vrai que vous n'avez pas à votre disposition, vous n'aviez pas à cette époque, et vous n'avez toujours pas, hein, j'espère que demain vous l'aurez, les moyens de faire des analyses qui permettraient de contrôler, hein, des analyses indépendantes, de contrôler celles qui sont faites, des essais, hein, qui permettraient de contrôler ceux qui sont faits par le laboratoire. Vous avez raison de dire qu'éventuellement on n'a pas eu la perspicacité. Je crois qu'un des grands enseignements de cette affaire, c'est effectivement les besoins de non seulement retourner en arrière, hein, mais d'aller aussi loin que possible. Je reconnais qu'effectivement, dans l'analyse de la pharmacologie du médicament, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait dû aller, ce qui nous aurait probablement permis de sortir des éléments que l'enquête IGAS a pu mettre en évidence. Madame la rapporteure. Oui, s'agissant de l'enquête officieuse qui a eu et qui est devenue ensuite officielle avec le comité de pharmacovigilance de Besançon, pourquoi on a attendu finalement près de 10 ans pour étendre cette enquête au HTAP? Et d'autre part, je voulais savoir si vous aviez été associé aux travaux et aux réunions du groupe européen de pharmacovigilance sur un dossier rapporté par la France et l'Italie, et pourquoi la procédure d'arbitrage sur l'évaluation du bénéfice-risque n'a-t-elle pas abouti malgré de nombreuses réunions entre 1998 et 2003? Comment vous analysez cela? Alors, moi, je n'étais pas associée à la partie anorexigène puisque j'arrive qu'en 1999, une fois que les amphétaminiques et que les fenfluramines ont déjà... enfin, la première partie est presque terminée. Les fenfluramines sont sortis déjà, ont eu une suspension d'AMM en 1997 à la suite des valvulopathies identifiées aux États-Unis, en sachant toutefois qu'il y avait une restriction importante des indications, d'une part, et des prescripteurs qui pouvaient utiliser les produits en France déjà en 1995. Les dossiers au niveau européen qui est évoqué effectivement par l'Italie en 1998, je n'y serais associée que plus tardivement, à mon arrivée à l'APSAPS et au moment où je vais être nommé délégué français au groupe de pharmacovigilance Europe. Mais c'est un dossier qui est suivi aussi de très près par l'ancien responsable des pharmacovigilances, qui est la vice-présidente du groupe de pharmacovigilance à l'Europe lorsque moi j'arrive en septembre 1999. Donc, on suit les dossiers, on est au courant des questions qui se posent l'Italie, les réponses qui ont été apportées par la France en termes de quelques effets indésirables d'une part, du besoin d'éclaircir la pharmacocinétique de la molécule et d'avoir des études qui pourraient apporter des données en termes des tolérances au long cours. Et effectivement, il y a des protocoles qui vont être demandés à Servier, qui seront évalués au niveau italien, mais également au niveau français entre 2001 et 2003. En revanche, les études vont aboutir plus tardivement avec une étude Moulin qui va être rapportée en 2005 et l'étude du Moulin également Regulate qui sera présentée en 2009. On vous entend mieux. Merci. Voilà. Je vous en prie. Donc, pour résumer, oui, j'étais au courant des échanges qui ont eu lieu au niveau européen. Mais si vous allez dans les différents rapports qui ont été, enfin, compte rendu des réunions, vous comprenez que les médiateurs intéressent l'Italie, intéressent la France, un tout petit peu l'Espagne, parce que les produits
autorisé et commercialisé dans très peu de pays de la communauté. Donc, il y a la Grèce et il y a également le Portugal qui va être le dernier pays à suspendre les médiateurs en Europe. Oui. Alors, on note que le directeur général de l'autorité sanitaire a demandé une note à l'unité de pharmacovigilance de l'agence pour disposer d'éléments de réponse sur le Mediator, et ça en 2005. Et selon le rapport de l'IGAS, les éléments de réponse transmis au directeur général, je cite, sont incomplets, qu'il s'agisse du lien entre les valvulopathies et le benfluorex, et des cas de valvulopathie survenus en France ou de la parenté structurale avec les fenfluaramines. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Est-ce qu'il y a eu blocage? Ou est-ce qu'il y a eu écran, comme cela a été dit? Ou est-ce que vous pouvez nous détailler la procédure de remontée et de traitement des informations entre les organismes de pharmacovigilance et le directeur général de l'AFSAPS? Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu écran. En revanche, on peut toujours considérer que l'information qui a été délivrée aurait pu être plus complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, insister sur l'ambiguïté et l'équivoque pharmacochimique? Par exemple, en donnant un historique plus complet de l'ensemble de la problématique liée aux anorexigènes et pourquoi les médiators est en enquête, d'abord officieuse et ensuite officielle à partir des 98. Donc c'est sûr, c'est certain qu'une note peut-être plus complète que celle qui avait été effectuée à l'époque. Mais en revanche, il y a les rapports du comité technique et il y a également les comptes rendus de la commission nationale qui sont mises dans les mêmes parapheurs. Alors en ce qui concerne l'information du directeur général, il s'est fait le plus souvent par une note qui doit reprendre les éléments d'un dossier de la façon la plus complète possible. Donc puisqu'un directeur général va être renouvelé ou nommé toutes les 3 ans, il est certain qu'il n'est pas nécessairement au courant de l'ensemble d'éléments. Et donc, il faut rappeler l'historique du dossier. Mais je rappelle que dans la note s'associe toujours, ça se passe, il y a un comité technique en mai 2005 qui traite les problèmes des HTAP, des problèmes psychiatriques. Il y a également une commission nationale qui va se dérouler au mois de novembre de la même année sur les mêmes problèmes. Concrètement, madame, on n'est pas là, on l'a dit, on a eu une réunion encore tout à l'heure et on le redit à chaque audition, plus peut-être qu'au début, on n'est pas là en procédure judiciaire, ce n'est pas notre mission, on est là pour évaluer la politique du médicament que nous votons et que nous mettons en place. Vous avez été sanctionnée, madame. Oui. Pour vous, où a été le dysfonctionnement dans cette... Fondamentalement, qu'est-ce que vous avez envie de dire ici aux sénateurs? Je pense que le dysfonctionnement majeur, ça a été l'échange d'informations entre les différents commissions, experts qui sont en charge de l'évaluation des médicaments. Je m'explique. La Commission nationale de pharmacovigilance a pour mission son comité technique et les groupes de travail. Et la Commission nationale de pharmacovigilance ont pour mission l'évaluation des risques liés à l'utilisation des médicaments, qu'ils soient dans ces indications, voire hors AMM, puisque ça arrive, et ça arrive souvent. Cette évaluation des risques, forcément, c'est fait dans les contextes du bénéfice du médicament
même si ce n'est pas la mission de la Commission, ou ce n'était pas la mission de la Commission nationale de pharmacovigilance. Mais vous allez convenir comme moi que c'est un peu schizophrène de faire une évaluation des risques sans tenir compte des bénéfices. C'est la raison pour laquelle, en 2005, cette commission de pharmacovigilance pointe quelques signaux, pointe quelques problèmes et s'est dit, nous souhaiterons bien analyser ces risques dans les contextes du bénéfice et nous demandons une évaluation complète des bénéfices-risques dans les deux indications qui sont autorisées. Et cette réévaluation des bénéfices-risques, l'évaluation des risques a déjà été faite, donc il reste à faire l'évaluation des bénéfices, et ça c'est la commission d'AMM avec ses groupes, ou son groupe de travail, les DEUG, qui sont en charge. Vous pensez finalement que la multiplicité des commissions ne donne pas une visibilité d'ensemble à celui qui doit prendre la décision, et il dit lundi blanc, l'autre dit noir, donc finalement je me suis dans le gris, et avant de prendre une décision. Vous pensez que les différentes commissions qui donnent des avis qui ne sont pas toujours concordants ne permettent pas donc aux autorités qui doivent prendre une décision finalement d'avoir tous les éléments pour prendre la décision adéquate? Je pense qu'il y a des commissions qui ont des fonctions très précises. Si les fonctions de chacune des commissions sont mises devant les décideurs, avec les arguments des uns et des autres, la décision peut être prise. Il est aussi important de dire que s'il y a, et c'est ce qui s'est passé en 2007 en quelque sorte, une commission nationale de pharmacovigilance qui demande à la commission d'AMM de tenir bien compte des risques potentiels du médicament au vu d'un bénéfice qui est jugé modeste. La commission d'AMM, à la lumière des travaux des Moulins, d'une part, va éliminer ou va suspendre une des indications, celle des hypertriglycéridémies, mais va garder l'indication en adjuvant chez le diabétique. Et elle va se contenter de ça, mais on aurait pu, c'est vrai, également faire remonter de façon plus précise les dissensions, en quelque sorte, qui existaient entre une commission nationale de pharmacovigilance qui est allée, pour certains de ses membres, jusqu'à dire « nous considérons que les bénéfices-risques est négatif ». Ce n'était pas majoritaire. C'était en 2005 ou 5 ou 7 en 2007. En 2005, la Commission nationale de pharmacovigilance demande la réévaluation du bénéfice-risque. Lorsqu'en 2007, la Commission nationale de pharmacovigilance prend connaissance de la partie évaluation du bénéfice, elle va faire part de ses doutes, et il y a un certain nombre de membres, mais ce n'est pas majoritaire. On ne saura jamais combien d'ailleurs. C'est pas porté sur le procès verbal, hélas. Non. À l'époque, on comptabilisait les votes pour, les votes contre parfois, mais lorsqu'il y avait des voix qui clairement, ils n'étaient pas... Et maintenant, c'est différent. On procède différemment. Non seulement elles sont comptabilisées, mais également, si les membres de la commission les demandent, son nombre est clairement mentionné dans les... Donc en 2007, il y a eu 2 avis qui n'étaient pas parfaitement identiques. Hein. Pas parfaitement identiques. C'est ça. D'accord. Alors, je voudrais vous poser une question concernant la régulette, l'essai régulette. Il a été prescrit, si ma mémoire est bonne, enfin, dans les années 2001, hein, quelque chose comme ça. Et on en a connu le résultat que vraiment à l'ultime limite, hein, c'est-à-dire peu de temps avant que le médicament soit retiré, ce qui veut dire qu'il a fallu 7 ans, hein, 7 ou 8 ans pour obtenir les résultats de cette étude. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas excessif et qu'on aurait pu réaliser cette étude dans un délai beaucoup plus rapide?
Est-ce que vous pensez que c'était possible et si oui, pour quelle raison est-ce que ça a été aussi long? Alors, les Servier avait présenté un protocole en 2001 où il y avait les volets cardiologiques qui va se transformer plusieurs années plus tard, ou quelques années plus tard, en étude Regulate. Il est possible que si l'étude avait été faite plus tôt, on aurait pu avoir les mêmes résultats que pour Regulate. Si ça avait été connu en 2007, au vu il y avait moins de cas de valvulopathie à l'époque. Il y en avait très peu. Peut-être on aurait pris une décision différente. Je ne peux pas l'affirmer. Et selon vous, pour quelle raison ça a été aussi long? Une étude, un protocole n'est pas extrêmement long à être écrit. Ensuite, la mise en place d'un protocole peut être assez longue et l'inclusion des patients également. Je vous rappelle que Benfluorex était autorisé dans très peu de pays, donc il fallait trouver des endroits où les protocoles allaient être mis en place, allaient être acceptés par les comités de protection des patients, et ensuite il faut inclure les patients, et avant terminer les inclusions, l'analyse est longue, donc il n'est pas si simple ni court de mettre en place un protocole. Ce qui signifie, en d'autres termes, que vous considérez que cette durée est normale, contrairement à ce que certains ont avancé, notamment dans le rapport. Non. Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'un protocole est clair. Ça aurait pu être plus court. Ça aurait pu être plus court. Oui. Bon, je vous remercie de cette précision. Madame. Il y a des questions chez nos collègues? Pas de questions. Alors, on continue. Vous voulez peut-être... vous en avez? Bon, alors, moi je voulais vous poser la question, pourquoi est-ce que... Et là, je crois que vous occupiez déjà des fonctions au niveau européen, puisque vous avez été appelé à exercer ces fonctions pratiquement au moment où vous avez été recruté à la SAPS. Vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Donc, vous avez donc participé pleinement à, comme dirait le rapport, à l'enlisement du dossier Mediator dans l'Europe. Puisque pendant 4-5 ans, on fait des allers-retours entre l'Italie, Londres, Paris, et puis le dossier n'avance pas. Alors, je voulais savoir pour quelle raison. Est-ce qu'on avait besoin d'un arbitrage européen et d'un éventuel recours à l'article 12, d'ailleurs que vous n'avez jamais utilisé. Ça a été brandi comme une espèce de... disons, c'est pas une menace, c'est un alibi, quoi, pour faire appel à l'Europe qui, à mon sens, n'avait pas à intervenir dans cette affaire, puisque vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, la prescription du médiateur était un privilège, je dirais, français. Il n'y a que les Français qui ont eu la chance de pouvoir absorber du médiateur pendant de très très longues années. Comment se fait-il que, s'agissant d'une procédure nationalisée, vous ayez tout à coup eu besoin de recourir à l'Europe pour prendre une décision qui revenait, me semble-t-il, à la France, et que vous auriez très bien pu prendre sans prendre ce détour par l'Europe qui n'a fait que retarder le cheminement de ce dossier. Pouvez-vous me répondre sur ce point? Je vous rappelle que ce n'est pas la France qui a sollicité l'Europe, au départ c'est l'Italie. Et évidemment, comme la France était, comme vous le dites, les pays qui avaient eu les privilèges de l'utiliser à plus grande échelle, on a participé activement entre 1998 et 2003 dans les échanges qui ont existé. Plus grande échelle, ça veut dire qu'il y a eu plus de boîtes de Benfluorex qui ont été prescrites en Italie qu'en France? Non.
Non. C'est pas ça que j'ai dit. Alors, Comme excusez-moi. vous dites, la France a eu le privilège Oui. d'être le plus grand Oui. utilisateur de... C'est faux? Donc, non, non, non. Non, pas faux. c'est juste. Bon, C'est très bien. juste, c'est juste. Il y a eu des échanges, effectivement, entre la France et l'Italie, essentiellement, à la demande de l'Italie, qui a mis les dossiers sur table. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une décision nationale? Je reviens sur cette ambiguïté qui existe depuis le départ entre les propriétés pharmacologiques et l'utilisation qui avait été donnée aux produits du fait des indications qui avaient été autorisées en 1976. Donc nous continuons à être victimes de cette ambiguïté, quoi. Je pense que l'ambiguïté entre la classe pharmacologique et les indications qui lui ont été octroyées joue un rôle. Bien. Et allez-y, allez-y. Je voudrais revenir sur la notion de bénéfice-risque. Comment, parce que vous nous avez parlé des accords entre la commission d'AMM et la Commission nationale de pharmacovigilance, comment améliorer l'appréciation globale, selon vous, de la balance bénéfice-risque dans l'architecture de la surveillance du médicament, alors que les structures de décision, comme vous l'avez dit vous-même, sont éclatées entre plusieurs commissions? Alors, il ne s'agit pas d'avoir nécessairement des accords. Vous pouvez avoir des opinions qui sont différentes. Je rappelle que la Commission nationale de pharmacovigilance donne un avis, que la Commission d'AMM donne un avis et que la décision est prise par les décideurs, donc par le directeur général. Il est vrai également que le plus souvent, ces deux commissions, s'ils doivent traiter un problème, ont plutôt des opinions qui sont convergentes et qui facilitent la décision. Et les directeurs, sauf en général, suivent les avis qui sont donnés par ces commissions. Je pense que lorsqu'il y a des opinions qui sont divergentes, on devrait avoir l'obligation, on a l'obligation de faire remonter cette dissension de façon très claire auprès du directeur. Alors en 2007, il n'y a pas eu de note à ces propos-là, mais en revanche, déjà en 2007, il y a la mise sur les sites de l'agence des procès-verbaux des pharmacovigilances et qu'il y a, avant qu'ils soient mis sur les sites, un comité de lecture assez conséquent et qui comprend l'ensemble des décideurs, ainsi que les présidents de la Commission nationale, les départements de pharmacovigilance, les présidents de la Commission d'AMM, donc un circuit assez large. Je pense que l'erreur en 2007, c'était certainement de ne pas avoir mis en exergue cette dissension de façon concrète. C'est-à-dire que chacun a passé ses procès-verbaux, mais on ne s'est peut-être pas donné, on ne s'est certainement pas donné les moyens d'attirer davantage l'attention du directeur général sur les faits qu'on n'était pas exactement sur un avis convergent, qu'on avait posé des problèmes, qu'on avait posé des questions spécifiques à la commission d'AMM à la fin de notre commission. Mais d'un point de vue général, vous ne répondez pas à la question, pardon de vous le dire comme cela, comment améliorer beaucoup plus l'appréciation globale de la balance bénéfice-risque? Si vous aviez une réforme à faire, qu'est-ce que vous feriez comme réforme au niveau de la pharmacovigilance, au niveau de l'architecture institutionnelle, au niveau de l'organisation de l'agence, une agence, regroupement avec l'HAS, qu'est-ce que vous auriez envie, vous avez vu fonctionner le système de l'intérieur, quelle est la réforme que vous avez envie de mettre en place? Moi, je pense que l'évaluation du médicament doit se faire à l'intérieur d'une même agence.
qu'il y a des spécialistes du risque et qu'il y a des spécialistes du bénéfice. Mais que ces experts doivent échanger et qu'il ne doit pas avoir prévalence d'une commission par rapport à une autre. Ce qui voudrait dire qu'éventuellement, à un moment donné, on pourrait penser à la possibilité d'une seule commission qui s'appelle commission du bénéfice-risque. Un petit peu comme l'organisation qui est prévue à l'heure actuelle pour les PRAC, qui va remplacer au niveau européen les groupes de pharmacovigilance et qui permettra à ces groupes de se pencher de façon complète sur le bénéfice et sur les risques. Parce que je pense que c'est extrêmement difficile d'évaluer un risque sans tenir compte du bénéfice. Et qu'évidemment, si le bénéfice est modeste, voire très faible, un petit risque peut conduire plus facilement à prendre des décisions qu'habituellement on considère comme des décisions de la dernière chance, c'est-à-dire une suspension, voire le retrait d'une autorisation de mise sur le marché. Vous avez décrit là très exactement la situation dans laquelle on se trouvait avec le Benfluorex. En 99, vous vous en souvenez, vous avez eu connaissance de cette évaluation qui a été faite par la Commission de la transparence. Et au même moment, on nous signale en 99 un cas de valvulopathie et un cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Il y avait là quand même une coïncidence qui aurait dû conduire la commission, enfin la direction générale de l'AFSAPS, à retirer le produit, puisqu'on avait un produit qui, selon la commission de la transparence, et je pense que son avis est quand même digne d'intérêt, et on avait dans le même temps, si vous voulez, 2 accidents majeurs qui survenaient et qui étaient imputables au médiateur. Donc, pourquoi est-ce que, à ce moment-là, la direction générale n'a pas pris cette décision qui semble découler très directement de l'observation que vous venez de faire? Pour quelle raison? Je ne peux pas répondre à cette question, notamment parce qu'au moment où vous n'avez pas été interpellé en considérant que vous me dites que vous étiez informé de cet avis de la commission de la transparence. Vous l'êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous l'étiez à l'époque? Non. Vous ne l'étiez pas? Non, pas pour la commission de la transparence. C'est les cas des valvulopathie et d'hypertension artérielle pulmonaire. Mais vous aviez connaissance quand même des valvulopathies et de l'hypertension artérielle de 99. Ils sont passés. Il y en a un des cas, qui est les cas des valvulopathie, qui est passé autour des tables d'un comité technique. Mais si vous me demandez aujourd'hui si je l'avais en mémoire en permanence, la réponse est non. Oui, en tout cas, je peux vous indiquer que le cas de la valvulopathie donc de Marseille, n'a pas été inscrite, je crois, n'a pas été examinée comme elle aurait dû être. Oui. Il y a eu donc un comité technique de pharmacovigilance en juin 99. Il n'est absolument pas fait mention du cas de valvulopathie aortique qui a pourtant été notifié en février 99. Le délai est quand même raisonnable pour estimer qu'il aurait dû être communiqué par le comité régional de pharmacovigilance de Marseille en comité technique de pharmacovigilance, puisque la réunion est mensuelle et à chaque réunion, chaque directeur du comité technique régional fait état des effets indésirables qu'il a observés dans son secteur. Or, on ne comprend pas que lors de la commission technique paritaire de juin 99, il n'ait pas été fait mention de ce... Vous deviez y assister à ce... Encore que vous n'étiez peut-être pas nommé, puisque c'était en juin 99, donc vous n'étiez peut-être pas encore à la commission, à l'AFSAPS. Donc peut-être que cette question est nulle et non avenue à partir du moment où on dirait que j'étais pas là. Effectivement. Mais enfin, si vous voulez, c'est un exemple qui démontre que la remontée de l'information ne se fait pas suffisamment rapidement, et ça peut être un élément qui explique la situation dans laquelle se trouvait à l'époque et se trouve malheureusement encore la pharmacovigilance. On a vu qu'à l'hôpital, les spécialistes hospitaliers
cela nous a été dit à plusieurs reprises, pouvait démasquer une situation. Vous avez travaillé dans les services du professeur Ménard, Corvol, Point, bien renommés. Et ces situations, compte tenu de leur spécialité, ne sont jamais arrivées au niveau de l'hôpital? Les services de M. Ménard, Corvol et Plouin, c'est hypertension artérielle, pas hypertension artérielle pulmonaire, Oui, c'est vrai. qui est encore... et D'accord. c'est vrai que c'est très spécifique, ça se voit dans le service de pneumologie, et c'est pas les services d'hypertension artérielle qui les voient. En plus, ce sont des pathologies, heureusement, encore assez rares, donc ça nécessite de vrais spécialistes. D'accord. Alors, une autre question, alors là, vous étiez à l'AFSAPS, hein, c'est lorsque le Bafluorex a été retiré d'Italie, hein, et à ce moment-là, il y a eu... oui, enfin, ce que je veux dire, hein, c'est que... Excusez-moi, hein, mais c'est que en Espagne, il suffit d'un cas de valvulopathie, hein, pour que, bien que le laboratoire Servier nous ait indiqué qu'il n'y avait absolument aucun rapport entre ce cas de valvulopathie et le retrait du Mediator, ce qui demande effectivement à être vérifié. Mais comment expliquez-vous qu'en Espagne, un cas de valvulopathie ait pour conséquence le retrait du Mediator, alors qu'en France, il a fallu, je dirais, une dizaine de valvulopathies pour que, enfin, on en arrive à retirer ce médicament du marché, surtout un médicament qui, comme l'indiquait la commission de la transparence, avait un service médical rendu insuffisant. Comment peut-on expliquer ces différences d'approche ou de... Je sais que la réponse ne va pas vous plaire. Mais... Elle va pas me plaire. Non. Vous n'êtes pas là pour me plaire, hein, et c'est réciproque. Hein. Vous l'avez sans doute remarqué. Alors, je vous en prie, allez-y. Oui. C'est les retraits d'autorisation de mise sur le marché en Espagne, ce n'est pas vraiment un retrait. Servier n'a pas demandé les renouvellements. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. En revanche, effectivement, la valvulopathie espagnole arrive à peu près en même temps. Et je ne peux pas vous dire, et c'est une hypothèse, peut-être l'Espagne, si les renouvellements avaient été demandés, ne l'aurait pas octroyé. Mais il est vrai que l'histoire est celle-là. Il n'y a pas eu de demande de renouvellement par Servier. Oui, c'est ce que Servier nous a dit. Ils l'ont retiré pour des raisons commerciales. C'est ce que Servier nous a dit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je ne juge pas de la pertinence, ni de ce qui se serait passé si, lors du renouvellement, Servier avait sollicité les renouvellements alors qu'il y avait déjà cette publication. Et c'est ce qui s'est passé également en Italie. Alors, pour des raisons commerciales, oui, c'est vrai, les produits étaient certainement moins utilisés enfin, pas certain, il était certainement moins utilisé qu'en France. Et alors, en revanche, oui. Ils avaient un problème avec les préparations magistrales, et les préparations magistrales, qui étaient apparemment une forme assez importante de consommation du Benfluorex en Espagne, ne va voir son interdiction que, je crois, 2 ans plus tard. Oui, dans les préparations magistrales, oui. Ils ont fait ça après. En 2005, hein, je crois, quelque chose comme ça. Mais pourquoi est-ce que ce retrait n'a jamais été communiqué ni au comité technique de pharmacovigilance, ni à la commission de pharmacovigilance? Je pense qu'il n'est pas consigné dans les procès-verbaux des comités techniques, mais lorsque les cas avaient été publiés et signalés lors d'un tour de table, on avait signalé que ce n'est pas écrit, c'est vrai. Qu'en Espagne, le produit n'était plus autorisé. Et ça n'a pas suscité de la part de... Vous avez fait un tour de table, tout le monde a dit, bon, l'Espagne, c'est l'Espagne, hein, et la France, c'est la France.
Vous pensez normal qu'il n'y ait pas de... Je sais pas, quand on retire un médicament d'un pays, quels qu'en soient les motifs, on doit quand même en informer, je crois, tenir informés les institutions de... Enfin, l'agence française, quoi, pour que, au moins, elle procède peut-être à une réévaluation de ce produit. Pour savoir si ce sont les... mais vous me direz que, effectivement, il n'a pas été retiré, hein, on joue sur les mots, mais enfin... il s'agit du cas de valvulopathie en Espagne, n'a pas soulevé, si vous voulez, de la part des membres de cette commission nationale de pharmacovigilance une réaction notable et particulière, quoi. C'est-à-dire que ça a constitué une information qu'on n'a même pas estimée nécessaire de noter sur le compte-rendu. C'est un peu ça. Oui, non. Peut-être. Mais encore, c'est loin tout ça. C'est loin. C'est loin, oui. Attendez, je pense il a été discuté brièvement. Il n'est pas consigné dans les procès-verbaux. Mais comment peut-on... Oui, non, c'est pas... Mais moi, effectivement, Madame le rapporteur dit d'arrêter la séance, mais enfin, il faut quand même que... il nous reste encore 2 minutes, alors, et on a commencé en retard, donc vous considérez qu'il n'était pas nécessaire de noter cette discussion ou cette information qui a été donnée dans le compte-rendu. Je ne pense pas qu'on a, au moment où on a fait les procès-verbaux, on ait considéré qu'il fallait les mettre ou ne pas les mettre, tout simplement. On a oublié de les mettre. Mais par exemple, pour vous, Madame Crève-Chailly, le fait que vous ayez pris connaissance de cette valvulopathie en Espagne, quelle réaction avez-vous? Vous vous êtes dit, tiens, une valvulopathie de plus, c'est pas un problème. La valvulopathie, c'est une maladie qui est rare, mais enfin, il peut y en avoir en Espagne, il peut y en avoir un peu partout. Hein. Ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, une alerte, c'est peut-être un élément qui devrait nous conduire à plus de vigilance ou à accélérer le processus qui est en cours? Quelle a été votre réaction? Avez-vous une réaction d'abord? On en a pris connaissance, voilà. on a suivi, mais je pense qu'on n'a pas pris la mesure de voilà. ce que ça pouvait être. Bien. Donc un cas. Bon, vous voyez que ma question n'était pas totalement inutile. Messieurs, Madame Blandin, avez-vous des questions à poser? Madame Blandin. Excusez-moi, c'est une question un peu personnelle, mais sous les questions incisives du président, vous semblez affecter la situation dans laquelle vous vous trouvez et que soulignait Madame le rapporteur, de mise à l'écart d'un poste que vous occupiez. Moi, je voudrais vous demander, dans ces circonstances, est-ce que vous sentez injuste la sanction qui vous a été infligée, et si vous la sentez injuste, pas sur qui à titre personnel, mais sur quoi ou sur quel maillon de l'édifice reportez-vous la faute, ou dites-vous il n'y a eu aucune faute dans tout l'édifice? Je répondrai tout simplement en disant que certainement les dysfonctionnements ne sont pas imputables uniquement à la pharmacovigilance. Messieurs, pas de questions? Madame Crève-Chailly, on va vous libérer en vous remerciant. Merci, monsieur. Merci, madame. Une commission, c'est hors. Est-ce qu'il y a toujours, je vois que vous avez fait partie d'une experte sur les suivis de grossesse. Il y a toujours un groupe de travail sur les suivis de grossesse? Non, mais vous êtes tenace. Je suis tenace aussi. Hein. Mais vous pourquoi? Parce que vous sur les grossesses prématurées, sur les grossesses par fécondation in vitro, sur
Non, les groupes grossesse s'occupent, oui, ils s'occupent un petit peu de la partie grossesse médicalement assistée, mais il y a une autre agence qui s'occupe de ça maintenant. Oui. Mais c'est essentiellement parce que au moment où un médicament arrive sur les marchés, on a des données chez l'animal et on n'a rien chez la femme. Et donc, on va donner des éléments de réponse dans la section 4.6 des résumés des caractéristiques des produits. Et on entend avoir le plus rapidement possible les maximums des données qui permettent de rassurer lorsqu'il faut rassurer ou bien de prendre des mesures plus contraignantes lorsqu'il les faut. Donc, à ce titre-là, par exemple, pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a fait un travail énorme dans les années 80 pour aboutir rapidement à la contre-indication de leur utilisation pendant les 2e et 3e trimestres de la grossesse. Donc je pense que ce groupe est très important. Parce qu'il réunit des toxicos, des cliniciens, des pharmacovigilants et qui s'est doté d'un groupe qui travaille sur le plan épidémiologique. Je consulterai. Voilà, c'est intéressant. Merci madame. Les sénateurs de la mission d'information sur le Mediator ont donc auditionné Carmen Kreft-Jaïs, la chef du département pharmacovigilance de l'AFSAPS. Et quelques minutes après, c'était au tour d'Antoine Vial de répondre aux questions des sénateurs. Il est membre de la commission information et diffusion de l'information médicale de la Haute Autorité de Santé. On écoute cette audition. Je vais sans tarder vous donner la parole pour que si vous le souhaitez, faire une intervention liminaire et ensuite on vous posera des questions. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, de m'accueillir ici. Vous avez commencé, Monsieur le Président, en disant que je n'avais pas de déclaration d'intérêt à faire. Moi, je pense que si. Je pense que le fait d'être membre du conseil d'administration de Prescrire par rapport à un débat comme celui qui nous réunit aujourd'hui est un véritable conflit d'intérêts et qu'il est important que vous sachiez, en tout cas, cette formation-là, de sorte à entendre mes propos avec ce que cela représente, de la même façon que mon engagement à la haute autorité dans la commission maintenant information et communication me semble important à noter, de la même façon que effectivement le collectif Europe et Médicaments pour lequel on a été plusieurs fois amené à se rencontrer parce que beaucoup justement des lois qui concernent le médicament, qui concernent la santé passent par vous. Donc je revendique ça tellement que j'ai été en 2002 et j'en tire une certaine fierté à l'antenne de France Culture toutes les semaines à demander à mes invités, quels qu'ils soient, de se présenter et de déclarer leur conflit d'intérêts, c'est-à-dire de dire d'où ils parlaient. Seulement de dire d'où je parle. Je crois que quand on veut qu'il soit médecin ou pas médecin. Qu'il soit médecin ou non médecin, ça me paraît important de savoir d'où parle la personne pour l'entendre mieux. Je crois que, d'ailleurs, on le sait bien dans nos relations personnelles, on ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui est parfaitement inconnu, à quelqu'un qui nous est parfaitement connu, à quelqu'un qui va représenter un intérêt professionnel, quelqu'un qui ne représente pas cet intérêt professionnel. Donc voilà, je crois que c'est un propos liminaire, mais qui me paraît important. Pour introduire mon propos, je voudrais dire ici que je ne suis pas venu pour faire le procès de quelque individu que ce soit. J'ai pas vraiment l'âme d'un juge. Par contre, c'est vrai que, me considérant comme un serviteur de la santé publique depuis que je suis rentré dans le métier, fait que je pense que c'est très très important que vous vous penchiez sur cette question du Mediator et que vous vous y penchiez aussi sous son angle de la communication. Non pas que ce soit le mien, mais tout simplement parce que je considère que effectivement cette affaire du Mediator, évidemment, il y a des questions de pharmacologie qui se posent, vous en avez parlé déjà ici, mais je pense que c'est important qu'on se penche tous sur le Mediator parce que c'est une affaire exemplaire. On a eu en France, il y a quelques années, le scandale du sang contaminé, et ce scandale a été analysé, étudié, mais probablement parce que justement il ne reposait pas sur une traçabilité des faits
de chacun des acteurs absolument parfaite, parce que c'était une nouvelle maladie, parce qu'il y avait un certain nombre d'inconnus. Ça ne nous a pas permis à tous et à chacun de tirer tous les enseignements. Or, le Mediator a tout ça. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier de vous pencher sur cette question de la communication du médicament et que, encore une fois, en rappelant à la fois les rôles de tout un chacun, c'est-à-dire de l'État, bien sûr, de ses agences, des législateurs que vous êtes, des firmes pharmaceutiques évidemment, des médecins experts et des médecins prescripteurs, des pharmaciens, de la presse professionnelle et de la presse grand public, mais aussi des associations de malades, mais encore aussi de chacun d'entre nous, qu'on soit citoyen, qu'on soit assuré ou qu'on soit malheureusement parfois malade. En fait, cette histoire du Mediator était écrite. Écrite à l'avance, c'est ça peut-être qui est le plus criant de vérité, criant dans le sens de hurler, c'est-à-dire que tout cela aurait pu effectivement être évité parce que c'était prévisible. C'est pas un cas isolé, le Mediator. Il n'est en fait que je dirais, le révélateur dans une confusion entre intérêt public et intérêt privé. Il est le révélateur de dysfonctionnement de notre système sanitaire dans ses missions régaliennes de protection des citoyens et surtout dans le domaine du médicament. Je crois que quand on interroge la population, elle considère, et c'est toujours un problème, et j'ai remarqué dans beaucoup de mes exposés, c'est toujours un problème de lui faire admettre que la santé serait finalement un secteur comme un autre. Et c'est comme si effectivement la santé n'était pas soumise aux mêmes règles du marché. C'est comme si la santé était protégée, qu'on ne pouvait pas y faire n'importe quoi. Et malheureusement, on va voir que cette affaire-là, comme d'autres, je le disais, révèle qu'on a fait n'importe quoi. Alors, comme vous m'avez demandé de me cantonner à la stricte observation de cette histoire sous la communication, je vais le faire, en tout cas tenter de le faire. D'abord, un rappel du contexte. Vous pourrez en tirer des conclusions générales pour l'ensemble. Oui, je pense que à partir de cet exemple. D'accord, entendu. Alors d'abord un rappel justement du contexte parce qu'il est important, parce qu'il rappelle qu'on n'est pas dans quelque chose comme une savonnette. Le médicament est réglementé, que ce soit dans son accès, que ce soit dans sa délivrance et aussi dans son information, donc le thème qui nous réunit aujourd'hui. Ce qui en fait donc naturellement un produit différent que les téléphones portables, les lessives ou autres. Pour le vendre, l'industrie doit passer donc par l'État, qui l'autorise ou non, et puis par un prescripteur qui va le prescrire ou non. Bref, à ce moment-là, quand on regarde cette analyse, le fabricant, ne peut pas vendre directement à son client, au point que pendant 30 ans, l'industrie pharmaceutique a considéré que le client, c'était le médecin. Tout change dans les années 70. L'industrie pharmaceutique ne trouve pratiquement plus de vrais nouveaux médicaments. Je dis vrais nouveaux médicaments. Je ne m'arrête pas ici. Vous dites à partir de 70. Hein. Oui, c'est ça, à partir des années 70. On en a des traces dans les boards des grandes compagnies internationales pharmaceutiques. On voit apparaître le mot de DTC, Direct to Consumer, j'y reviendrai. Donc tout change dans les années 70. Elle ne trouve plus cette industrie de nouveaux médicaments. Donc je ne m'arrête pas sur le pourquoi, on n'est pas là pour ça. Bref, avec une dizaine de nouveaux vrais médicaments par an, par décennie, elle se croit obligée à ce moment-là de copier. Et de copier évidemment les médicaments des firmes, d'à côté celles qui ont des produits leaders sur des marchés mondiaux. Donc on rentre dans un autre registre. Parce qu'une copie reste une copie et reste toujours plus difficile à vendre que l'original. Alors l'industrie, à partir de ce moment-là, va se saisir des moyens de marketing de la grande distribution. Je m'excuse, mais quand vous parlez de copie, est-ce que... Le MeToo, c'est le MeToo plutôt, parce que la copie, c'est plutôt... le générique, non, c'est pas... Oui, on pourrait effectivement, pardonnez-moi cette confusion, c'est vrai qu'on pourrait, vous avez raison, j'aurais dû utiliser, j'ai toujours du mal à utiliser les expressions anglaises, mais c'est vrai que voilà, le MeToo dira plus précisément ce que je voulais dire. Surtout, l'industrie pharmaceutique va changer de client. Elle va changer ses méthodes, mais elle va changer de client. Le médecin, à ce moment-là, ne devient plus qu'un intermédiaire, et le patient devient
client des firmes. C'est le direct to consumer dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, les laboratoires ne s'en cachent pas. Je cite le journal pharmaceutique, journal de la profession, de mars dernier, pas d'il y a longtemps, un titre, « La gageure des labos, : quel labo n'a pas rêvé du direct to consumer ?» On ne peut pas être plus clair. Donc, si le malade est le client, il va falloir lui parler, le convaincre que son produit est plus ceci, plus cela. Mais il y a un dernier rempart qui s'oppose à ça. L'interdiction faite en France et en Europe de faire de la publicité pour les médicaments soumis à prescription. Depuis 2002, et là c'est plus le membre du collectif Europe et Médicaments qui parle, l'industrie pharmaceutique mondiale a fait tout pour lever cette interdiction de la publicité. Elle y est arrivée aux USA, elle y est arrivée en Nouvelle-Zélande. À Bruxelles, on le voit, nous au collectif Euromédicaments, elle exerce un lobbying considérable pour modifier la législation à son avantage, utilisant de pseudo-associations de malades pour laisser croire que la demande viendrait expressément de la population et des malades eux-mêmes. Et nous verrons que cette utilisation des associations est un viatique qu'utilisent bien fréquemment, trop fréquemment, les firmes pharmaceutiques. Et ne pouvant obtenir aujourd'hui l'autorisation de faire de la publicité directe, que fait l'industrie? Elle demande de faire de l'information. J'y reviendrai, mais vous autres sénateurs, sénatrices, vous avez été devant la question de l'observance et on vous a demandé récemment, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, l'observance thérapeutique. Êtes-vous d'accord, mesdames et messieurs les sénateurs, pour que l'industrie pharmaceutique participe au programme d'observance? On est bien dans ce direct to consumer. Moi, industriel, je suis en contact direct avec mon client, avec le patient. Bref, avant qu'on puisse voir en Europe une publicité pour un antidiabétique ou un antidépresseur, l'industrie pharmaceutique s'est adaptée, professionnalisée à cette communication grand public. Je voudrais juste quand même faire une parenthèse, parce que c'est bien aussi de mettre des images, des mots sur ce que l'on entend et sur ce que l'on dit. Et sur cette question de la publicité, pourquoi la refuse-t-on? Eh bien, juste un exemple d'une publicité diffusée récemment aux États-Unis, et je vous la donne comme ça, image, vous avez donc un spot de grande écoute, juste avant un journal télévisé, image, une morgue, un cadavre et une voix off, et dire qu'un simple test de cholestérol aurait pu lui éviter cela. Eh bien, évitons la publicité. Je crois que c'est une autre façon de le dire. Je finis la parenthèse, mais je pense que c'était important de dire ce que ça voulait dire que d'interdire. On interdit cela, et je crois que c'est tout à l'honneur de ceux qui le font que de l'interdire. L'histoire d'un médicament est une histoire longue, même d'une copie. Elle commence en général à peu près une dizaine d'années avant d'apparaître sur le marché. D'études en études, de phases différentes, le fabricant prépare son dossier d'autorisation de mise sur le marché. 2 ans avant, il sait à quelle date son produit sera commercialisé. 2 ans avant, évidemment, il peut commencer à préparer le terrain de la vente. J'appelle ça, moi, la phase de labour. On plante, à ce moment-là, dans l'esprit du consommateur patient, l'idée d'un mal dont il pourrait être atteint. Alors, une fois, ça va être le surpoids, une autre fois, la fatigue, une autre fois le mal de dos, une autre fois encore le dysfonctionnement érectile des messieurs. Bref, Dr Knock, vraiment pas loin. La publicité est interdite, donc qu'à cela ne tienne, l'industrie va faire de l'information. Cela coûte moins cher et cela rapporte beaucoup plus en termes d'impact. Tous les spécialistes du marketing vous le diront. On le fait évidemment sans parler d'un produit, on n'a pas le droit, et on montre seulement, étude à l'appui, qu'il s'agit d'un très grave problème de santé et qu'il touche beaucoup d'entre nous. Et si la marque de la firme apparaît, c'est seulement comme le bienfaiteur, celui qui a permis à X ou Y de révéler ce grave problème, qu'il s'agisse d'un médecin ou d'une association, ou d'une société savante. Évidemment, ce ne sont pas les responsables des firmes qui s'expriment devant la presse. Ils savent bien qu'ils n'ont pas bonne presse. On fait donc appel à X ou Y, des intermédiaires rémunérés
qui sont des instituts de sondage. Il faut évidemment avoir des chiffres qui montrent que c'est un grave problème et qu'on en est tous conscients et que ça nous fait tous très peur. Des sociétés savantes, des grands professeurs de médecine, des ex-champions de football recyclés, des associations de patients, tout cela donc pour blanchir l'information. Je les appelle d'ailleurs, et ça ne leur fait pas toujours plaisir, les agents de blanchiment. Fin du premier acte. C'était donc 2 ans avant. Et il faut bien comprendre que tout ça est parfaitement orchestré, planifié, professionnel. On alerte à ce moment-là, pour la bonne cause, la presse, avec des chiffres, des sondages, des témoignages, des experts qui font sérieux, et évidemment, sans un esprit critique aiguisé, et j'en viens à la presse, on ne voit rien des intentions commerciales qui sont derrière, qui ne sont pas annoncées clairement. Quelques mois après, c'est la phase d'ensemencement. Miracle, on annonce qu'un produit qui répond justement à la problématique qu'on avait soulevée il y a quelques mois, va révolutionner cette prise en charge du surpoids, de la fatigue, du dysfonctionnement érectile. Le sida, le Viagra, pardon, c'est exactement cette histoire-là. Elle a été étudiée, entre autres par moi. Elle est vraiment planifiée. On le voit apparaître très très clairement. Le Viagra n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, mais est un médicament de prescription. Oui, enfin... Donc interdit à la publicité. Donc déjà, le fait qu'on utilise ce mot comme un mot quasiment devenu commun aujourd'hui montre bien qu'effectivement... Donc là encore, la parole n'est pas portée par l'industrie elle-même, mais par les fameux agents de blanchiment. Il n'y a plus qu'à récolter, il n'y a plus qu'à vendre. Ce que je viens de décrire n'est pas un cas isolé et peut être appliqué à bon nombre des produits qui reçoivent une AMM aujourd'hui, et pour cause, puisque effectivement, ce sont des MeToo. Les exemples sont nombreux. Si vous voulez, on en parlera après. Malheureusement, on les trouve dans tous les pays du monde. Car aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique crée de nouvelles maladies de toutes pièces. Elle étend des indications des produits. En fait, elle le fait comme le ferait n'importe quel industriel de n'importe quel secteur d'activité, montrant bien qu'effectivement, le médicament, contrairement à ce que l'on pense, est un produit comme les autres. Elle le fait, par exemple, en élargissant les définitions des maladies. Vous avez dû entendre parler de cette menace extrêmement grave qui nous menace tous, le prédiabète, le précholestérol, la préhypertension. Tout ça est extrêmement grave. Méfiez-vous. Oui. Méfiez-vous. Et évidemment... Et à partir de quel niveau commence la préhypertension? C'est là que... C'est exactement là que commence le problème. Mais à en tout 12,5, cas, il faut commencer à s'inquiéter. Hein. Voilà. 12,5, 13. Hein. Alors, c'est inquiétant, du coup. C'est inquiétant. Oui, pour d'autres raisons, mais c'est inquiétant. Inquiétons-nous. Elle le fait aussi en transformant les événements de la vie en maladies. Le deuil devient une maladie. La vieillesse, évidemment, est une maladie grave. Le chagrin d'amour, n'en parlons pas. Mais je ne plaisante pas. Il y a effectivement en ce moment des laboratoires qui sont en train de chercher le recyclage de molécules dans ces domaines-là. Il y a un salon de la mort qui est organisé. Oui, mais la mort, c'est pas... Là, je pense que la mort, on ne peut pas la traiter par médicament. Ça me paraît difficile. Si. Monsieur le sénateur, peut-être qu'on pourrait leur suggérer cela. D'accord. Bon. Elle le fait aussi en transformant les facteurs de risque réels en maladies sans que l'on dispose de traitements opérants. Qui n'a pas entendu parler de l'ostéoporose? Oui, mais qui connaît un traitement efficace contre l'ostéoporose? Elle le fait aussi en exagérant ou en aggravant une menace. On a l'exemple malheureusement en France, alors encore pire, de la grippe H1N1, mais on a aussi, et ça tous les jours, et qui est peut-être encore plus scandaleux, la maladie d'Alzheimer. On le fait aussi en exagérant ou en aggravant un symptôme. Et là, on peut parler de la spondylarthrite ankylosante, on peut parler de la fibromyalgie. Et afin que mon propos soit parfaitement concret, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes, parce que j'ai l'impression là d'avoir été très théorique, mais je voudrais vraiment maintenant vous montrer ça, si vous voulez bien, dans une campagne. Pas de problème. Alors, je vais prendre justement l'exemple de la spondylarthrite ankylosante, qui est devenu le mal de dos pour le laboratoire produisant un médicament, certes tout à fait efficace, reconnu efficace contre certaines spondylarthrites, pas toutes les spondylarthrites, mais certainement pas contre toutes les dorsalgies. Et pour tenter de nous faire prendre bien la mesure de l'impact de cette campagne, je vais me mettre à la place d'un Français
qui regarde la télévision l'année dernière, qui est un petit peu fouteux, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais je veux bien prendre le rôle, et au moment de la Coupe du Monde de football, il s'apprête à regarder un mal de dos. Il souffre du mal de dos depuis un bon moment, ce Français. Et son médecin traitant ne lui propose rien qui le soulage vraiment. Et là, juste avant que ne commence le match, dans un spot de publicité, il entend Franck Leboeuf, ancien champion du monde de la Coupe du Monde de 98, qui parle justement de mal de dos. Et qui dit « Même au repos, la douleur vous enflamme ». Et là, je me reconnais. Même au repos, la douleur m'enflamme. Je vous ferai remarquer juste au passage que si j'ai une sciatique, qui n'est pas du tout une spondylarthrite, même au repos, la douleur m'enflamme. Mais qu'importe. Ah, là, oui, vous avez suscité le fou rire de Madame la rapporteure. J'en suis ravi. Je ne sais pas si c'est bon signe. C'est involontaire. Le spot s'achève par une adresse Internet facilement mémorisable, que je mémorise, et évidemment, après le match, que fais-je? Je vais sur le site. Et là, je vois un site parfait, ergonomie nickel, esthétique remarquable, et on me propose plusieurs rubriques, sous forme de petits films. Le premier, c'est un témoignage, j'y vais, c'est un témoignage de quelqu'un comme moi, donc je commence par quelqu'un comme moi, et donc je vais regarder ce patient. Et là, un homme, cet homme est là avec son rhumatologue, et on m'explique à demi-mot, déjà, première chose, que le médecin généraliste, qu'est-ce qu'on me dit? Il n'est pas compétent. Et on m'invite vraiment à voir mon rhumatologue. On va voir pourquoi un peu après. Et puis on aggrave le symptôme. Et je cite, maladie fréquente. 0,5% de la population va souffrir d'une spondylarthrite. Puis on fait peur. Et je cite encore, attention, maladie grave. 10% des malades font des formes handicapantes. Bref, on sème le doute concernant l'efficacité des traitements classiques, en même temps que l'on met en avant l'alternative, grâce toujours au progrès, à l'innovation. Et je cite encore, les biothérapies. Oh, c'est joli, ça c'est bien, ça fait neuf. Les biothérapies nous ont permis de traiter ces malades et de les traiter efficacement, dit la rhumatologue. Et le patient de confirmer. Oh, il y a eu pour moi un avant et un après, grâce à la biothérapie, ça a été un changement radical de vie. On se croirait devant un spot de lessive, franchement. Alors je vais voir le deuxième film, et ce deuxième film, c'est un professeur qui est là, et qui est présenté comme étant du CHU, Tartampion, secrétaire général de la Société savante, Tartemmoille. Et ce second film commence justement par une explication sur ce qu'est une société savante. C'est tout simplement le gage, le tampon sérieux. Le tampon, vous pouvez y croire. Moi, industrie pharmaceutique, je ne m'exprime pas, je laisse s'exprimer quelqu'un qui va mettre le cachet, c'est sérieux. C'est parfaitement fait. Donc, on a ce premier indicateur. Ensuite, on a deux intermédiaires par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On a donc cette société savante et on a ce professeur d'un CHU, c'est-à-dire que l'image, finalement, du monde hospitalier public est utilisée pour vendre de la lessive. Le grand professeur continue, et je le cite, 150 000 personnes, dit-il, seront atteintes en France. Mais on banalise, on est dans l'indication, jeune, signe d'appel banal, et il dit mal de dos. Le mot spondylarthrite a disparu, le mot mal de dos commence à être imposé. Et là encore, on recommence. On met en cause les traitements classiques en y mettant les formes, mais de façon quand même grave. Et je cite, vont aussi être soulagés par certains antidouleurs, certains anti-inflammatoires. Mais attention, cela peut être un piège, parce que bien sûr, cela peut retarder la consultation, retarder le diagnostic et peut-être la mise en route de traitements beaucoup plus spécifiques. Une fois encore, on va faire peur aux malades. Et on rappelle, attention, maladie invalidante, mais on ne dit plus que c'est 10%. On rassure, on dispose aujourd'hui de traitements particulièrement efficaces depuis quelques années avec lesquels on peut rendre une vie tout à fait normale à ces sujets jeunes. Et puis on abat un dernier atout, remboursé à 100%. Et le tour est joué. De manière extrêmement fine, on a fait passer un médicament. Je vous arrête, mais comment peut-on
dire qu'un médicament est remboursé à 100%. Parce qu'il est remboursé, effectivement. Alors, on ne peut pas dire qu'il est remboursé à 100%. Non. Non. Ceci dit, à partir du moment... Il faut donc considérer la spondylarthrite ankylosante doit faire bénéficier est considérée comme une affection longue durée. Oui, je pense que et dans le cadre de la spondylarthrite, les médicaments qu'on prescrit sont remboursés à 100%. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Oui, hein. je pense que c'est ça, monsieur. Il faudra que vous nous donniez l'adresse du site quand même pour qu'on vérifierai puisse s'y reporter quand même. Hein. Je vérifierai ça. Il est très intéressant, je ne le connaissais pas et j'aimerais bien pouvoir y aller pour faire la connaissance de ce fameux professeur là. Oui, je pense. Hein, je pense. Oui, voilà. Je pense surtout qu'il a déjà sévi sur d'autres médicaments. Bon, très bien. Bon, alors dans ce cas-là. Pardon ? Il existe évidemment. Il existe évidemment. Faire confiance à Monsieur Vial quand même, pas nous là pour nous raconter des. Non. Si vous voulez, je peux tout à fait citer les personnes. Hein. Je n'ai aucune difficulté à le faire puisque je ne dis rien que je sache qui ne soit la vérité. Bah, si vous le pouvez, alors faites-le. Alors, il s'agit du professeur René-Marc Flippo du CHU de Lille, qui est secrétaire général de la Société française de rhumatologie. Ah, bah, ce sera intéressant qu'on puisse l'auditionner. Je pense. Oui. On va l'auditionner, hein. Prévoyez ça. Donc, on a fait... Sénateur du Nord. Oui, bah voilà, sénateur d'Arras. Oui. Oui, attention. Oui, mais enfin... C'est extrêmement important. Comme quoi, vous voyez, on mélange toujours Nord-Pas-de-Calais. Non, puis on utilise beaucoup aussi de professeurs français parisiens, bien parisiens, parce que ça fait encore mieux quand c'est dans le CHU parisien. Donc là, non, je crois que malheureusement, tout le monde est à la même enseigne de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui est formidable là, c'est qu'on a fait passer en un tour de passe-passe un médicament qui est extrêmement spécialisé à un médicament pour tout un chacun qui aurait mal au dos. Et de 150 000 clients annoncés potentiels, et sachant que, encore une fois, tout le monde n'est pas répondant à la biothérapie. La firme a multiplié finalement son portefeuille de clients par 100. Oui, j'ai fait le calcul. C'est quel médicament, quelle firme, s'il vous plaît? Là, c'est en l'occurrence Pfizer. Pfizer, oui. Et le médicament, c'est le médicament, je vais vous le redonner après. Oui, mais d'accord. Oui, je l'ai en DCI, mais je ne connais pas son nom commercial. Et donc, pour vous donner quand même une idée de l'échelle du passage de 150 000, si je regarde les registres nationaux, la lombalgie ou douleur localisée dans le bas du dos a une prévalence élevée qui en fait un problème de santé publique dans les pays industrialisés. La prévalence annuelle est de 35 à 50% de la population, avec une prévalence de vie entière supérieure à 60%. C'est-à-dire qu'on est arrivé à faire passer un médicament de 150 000 personnes à 60% de la population. Oui, c'est un bon coup marketing. Hein, oui, c'est un très beau coup marketing. 150 000 clients potentiels à plus de 20 millions, c'est effectivement un joli coup. D'ailleurs, sinon, et c'est là que ça devient intéressant, sinon comment expliquer un tel budget, et je vais vous donner un peu ce qu'il y avait, pour seulement 150 000 personnes. Et combien, question, faudra-t-il que la firme vende de boîtes de médicaments pour amortir un tel budget? Car je me suis renseigné, une campagne comme celle-là, alors c'est à la louche, je ne vous donne pas le prix de cette campagne. C'est pas une maladie orpheline, la spondylarthrite? Non, ce n'est pas une maladie orpheline. Globalement, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'elle soit dans le registre. Je vous pose cette question parce que le laboratoire bénéficie dans ces conditions d'avantages supplémentaires en amont. Ce serait intéressant de le vérifier, mais je ne crois pas. Je le vérifierai. Donc, d'après des spécialistes de la publicité que j'ai consultés, on m'a dit une campagne comme celle-ci, c'est-à-dire un spot de TV pendant 5 semaines sur des grandes chaînes à une heure de très très grande écoute avec un grand public puisque c'est match de la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France, plus des spots radio pendant 3 semaines, plus Franck Leboeuf qui n'est pas donné, paraît-il, en spot TV, en spot radio, en web et en brochure, plus un site internet très performant, plus un mix marketing avec le journal L'Équipe. Tout ça, me dit-on, c'est minimum sans Franck Leboeuf, 2,5 millions, sans le salaire donc de Franck Leboeuf. Alors, je me suis amusé à faire la petite division, parce que j'ai l'esprit mal tourné. J'ai donc pris 2,5 millions, divisé par 150 000 clients potentiels, et ça m'a fait plus de 16 € le coût contact
comme on dit en marketing. Alors j'ai interrogé les mêmes publicitaires, les mêmes hommes de marketing en leur disant 16 € le coût contact c'est cher. Elle me dit ah ben écoute, t'es sur un produit de grande conso là. Voilà. Donc je crois qu'on a la manifestation là de la preuve qu'effectivement tout ça est orchestré, que ce n'est pas le fruit du hasard, que ce n'est pas l'interprétation de personnes malfaisantes comme Antoine Vial qui effectivement verrait le diable partout. Je viens maintenant à la presse, parce qu'on voit qu'elle joue, là par exemple ça a été l'équipe, mais malheureusement c'est beaucoup plus large que ça, qu'elle joue un rôle déterminant dans la stratégie marketing des firmes. Elle le joue puisque la firme n'ayant pas le droit de faire de la publicité, comme je le disais tout à l'heure, elles font de l'information entre guillemets. Je suis souvent étonné d'ailleurs de ce que j'avance quand mes interlocuteurs me demandent mais comment est-ce que tu expliques que l'industrie pharmaceutique ait de telles facilités à utiliser la presse? Ce ne sont pas des imbéciles. Comment ça peut s'expliquer, ça? Et vous parlez de la presse en général? Je parle de la presse professionnelle comme grand public. D'accord. En 1998, avec une sociologue, Sophie Pillot, et avec un spécialiste des études de comportement, le docteur Cohen, nous avons mené l'une des seules études, sinon malheureusement la seule, sur les circuits de l'information médicale. Cette étude a été financée par le CFES de l'époque, devenu l'INPES. Qu'a-t-elle révélé qui soit encore aujourd'hui d'actualité? Je vous fais grâce de ce qui aurait pu changer. D'ailleurs, je n'en suis pas tout à fait sûr. Le premier point, c'est que les journalistes de la presse grand public qui traitent de la santé n'ont majoritairement pas de formation spécifique à la médecine. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, quant à moi, que ce soit un véritable problème. Si je prends des personnes comme vous autres, sénateurs, sénatrices, vous êtes bien comme cela à effectivement prendre des positions, des lois sur des sujets très très divers. Et donc je me dis que finalement, c'est peut-être pas ça qui est le vrai problème. Le vrai problème est peut-être plus, pas peut-être, l'absence de sens et d'analyse critique, systématique, pas spécialement sur la santé. En général, surtout maintenant, avec les moyens d'investigation que l'on a à disposition avec Internet. Il est vraiment très facile à chacun d'entre nous d'aller valider une information. Et pour un journaliste, franchement, je crois que ce n'est pas trop difficile. Le deuxième point, mais c'est vrai qu'Internet n'existait pas quand nous avons fait cette étude. Le deuxième point qu'a révélé vraiment de façon très forte cette étude, c'est que les journalistes n'ont pas assez de temps pour bien faire leur travail. On leur demande parfois, j'ai l'exemple, une page entière en une journée. Le matin, on leur dit « il me faut une page ce soir » sur un sujet dont ils ne connaissent rien, sur lequel ils n'ont aucune connaissance, aucune formation de base, et donc pas non plus de réseau. Alors qu'est-ce que fait l'industrie qui a parfaitement compris ça? Elle rédige. Elle rédige des articles courts, des articles longs, elle fait des photos, des interviews des grands professeurs, et le tour est joué, les fainéants sont contents. Et puis là, vous parlez aussi bien pour la... Je m'excuse de me répéter, aussi bien pour la presse généraliste que pour la presse professionnelle. Cette étude a été vraiment menée... Oui, je l'ai là. Elle a été menée spécifiquement sur la presse grand public. D'accord. Oui. Le quatrième point, les rédactions demandent à leurs journalistes du sensationnel, que ce soit au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est du sensationnel dans le médicament ou la technique miracle, mais aussi le scandale. Elle veut du sensationnel et de façon générale, la santé publique n'a pas bonne presse. Ça n'intéresse personne, c'est tout gris, c'est fait sécurité sociale, c'est pas du tout sexy, ça se vend pas. Cinquième point, les sources d'information sont majoritairement d'origine industrielle, mais ne sont jamais citées. Et je vais vous donner une anecdote révélatrice pour vous montrer à quel point on en est. Un journaliste spécialisé d'une grande agence de presse nationale reprend un jour un communiqué de laboratoire, presque mot à mot, dans sa dépêche. Prescrire voit ça et le dénonce. On a dans Prescrire une page qui s'amuse à décortiquer la publicité. Le dit journaliste intente un procès à Prescrire pour diffamation. Je voudrais appuyer là-dessus parce que ça montre bien que ces dysfonctionnements sont tellement rentrés dans les mœurs que ce journaliste n'a pas vu où était le mal. C'est quand on y pense, de façon juste conceptuelle,
C'est tout simplement ahurissant. Il a perdu. Oui, comme quoi il y a une justice quand même.